Mesdames et messieurs, bonjour et merci de l'attention particulière que vous devez bien nous accorder. Dans ce nouveau numéro, nous allons nous appesantir sur les quatrièmes ateliers relatifs à l'évaluation de la bancarisation. Et pour en parler, j'ai fait appel à M. André Bekandaboliki, directeur en charge du suivi de la paye à la Direction nationale de contrôle des payes d'INACOPé en sigle. M. André Bekandaboliki, bonjour. Bonjour, M. Paulin. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Directeur, vous avez levez le meilleur pour oui, l'année nouvelle. je vous le réitère, directeur. D'accord. Ok, merci. Directeur, vous avez participé au quatrième atelier relatif à l'évaluation de la bancarisation. Directeur, quelle est l'impression générale qui s'est dégagée de cette évaluation? Je tiens décidément, Paulin, à vous remercier pour la énième opportunité que vous venez de m'offrir, celle d'expliciter les enjeux du quatrième atelier sur l'évaluation de la bancarisation. Je dis bien les quatrième ateliers sur l'évaluation de la bancarisation de la paie des agents fonctionnaires de l'État. J'ai bien appréhendé la question. Quelle est l'impression générale qui s'est dégagée? L'impression générale est telle que la bancarisation demeure un dispositif honteusement fragile. L'expression n'est pas la mienne. Elle est de son Excellence, Monsieur le ministre, vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, qui a procédé et à l'ouverture et à la clôture des travaux. C'était une opinion qui a été largement partagée par les participants. Et ce qui est tout à fait inédit est que même les banquiers qui étaient des participants ont reconnu le caractère tout à fait vulnérable de la bancarisation. C'est la raison pour laquelle le vice-premier ministre a insisté sur le fait qu'il fallait que tous les partenaires impliqués dans cette grande réforme puissent agir de concert. Donc la bancarisation demeure un dispositif mortellement vulnérable. Directeur, première, deuxième, troisième, quatrième atelier, c'est la bancarisation. N'est-ce pas curieux? C'est tout à fait curieux, pour une raison éminemment simple. Les failles, les faiblesses sont invariablement les mêmes. Et puis, elles sont endogènes. Nous allons d'ailleurs y arriver. C'est ça le problème, oui, oui. Okay. Donc, du premier atelier au quatrième atelier, le constat est invariablement le même. Les failles demeurent, les faiblesses demeurent. Et la thérapeutique a toujours été formulée pour que la bancarisation puisse monter à chandelle. Directeur, quelles sont les grandes failles de cette réforme 11 ou 12 ans après? On peut les citer pêle-mêle. Les faiblesses, les failles sont invariablement les mêmes. Et elles sont endogènes. On peut les citer, comme je viens de le dire. Tout à fait. Les conditions d'accueil. Les conditions d'accueil dans nos banques à l'occasion de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Mais ces conditions sont exécrables. Ces conditions sont calamiteuses. Vous êtes journaliste. Vous pouvez, à l'occasion de la paix d'un mois, sillonner la ville de Kinshasa. Vous allez vous rendre compte. Les agents de l'État sont rangés sous un soleil de plomb. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Qu'un enseignant ne doit pas braver les intempéries pour accéder à son salaire. Donc, les conditions d'accueil. Il faut qu'il y ait une amélioration de ces côtés. Parce que là, les conditions d'accueil sont telles qu'on est en train de tirer la réforme vers le bas. Et puis, la paye doit commencer un jour. Tout à fait. Et puis, elle doit se terminer un jour. D'où la nécessité de la coercition dans le chronogramme. L'échéance. L'échéance, c'est tout à fait fondamental. Moi, j'ai même posé une question simplissime lors de cet atelier. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il y a des banques bien aimées et des banques mal aimées? Il n'y a pas eu de réponse. Pourquoi, Paulin? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a une banque qui esquisse la paie jusqu'à atteindre le taux de 30%. Une autre banque vous dit tout à fait le contraire.
que je ne dispose ni des risques de paye, ni des enveloppes. Vous voyez? Et dans cette situation-là, vous êtes d'accord avec moi que la bancarisation ne peut pas monter à chandelle. Donc, il y a des banques qui terminent la paye au moment où les autres commencent. Alors qu'au niveau de la Banque centrale du Congo, la domiciliation a toujours été concomitante. Toutes les banques sont servies au même moment. Alors, comment expliquer le fait que les unes commencent et les autres ne disposent même pas de ce que nous appelons les instruments de la paix? Vous voyez? Et puis, la non-implantation des banques. Il faut que les banques soient implantées. Tout à fait. Vous prenez une province comme le Congo central. La direction générale d'une banque se trouve à Kinshasa. Et vous confiez à cette banque, qui n'est pas implantée au Congo central, mais vous lui confiez les effectifs de la lointaine sous-division de Tchela. Il va de soi que la paix va énormément poser des problèmes. Tout à fait, oui, c'est ça. Une province comme l'Équateur, la banque n'est pas implantée dans la province de l'Équateur. Mais vous lui confiez les effectifs, par exemple, de Bassan-Koussou. Vous prenez la province comme celle de la Grande Orientale. La banque n'est pas implantée dans la Grande Orientale. Mais la banque est à Kinshasa. Mais vous lui confiez les effectifs du territoire de Yaouma, du territoire de Bondo, du territoire d'Irumu, Aru. Ça va énormément poser des problèmes. La non-implantation des banques. Ce n'est pas pour rien, on aura l'occasion d'en parler. Les phénomènes que nous appelons prosaïquement la paix ambulatoire, la paix trimestrielle, la paix bimestrielle, découlent de cette implantation, de la non-implantation des banques. Et enfin, il y a le problème de paiement. Qu'est-ce qu'il faut attendre par le problème de paiement? Nous sommes dans une société de hommes. On a bancarisé en un tour de main dans cette ville. L'enseignant de votre village, qui quitte la terre des hommes, mais la veuve et les orphelins doivent bénéficier de ce que nous appelons le salaire posthume. Tout à fait. Mais si, dans ce domaine, on est dans une centralisation outrancière, c'est-à-dire il faudrait que l'OD du gouvernement puisse donner le quitus pour que la veuve et les orphelins puissent bénéficier de salaire posthume. Mais ça va encore poser des problèmes. Hein? Et il n'y a pas que le salaire posthume. On peut également parler de la mauvaise graphie des noms. Notre président du comité de suivi s'appelle Mapamboli. Mais sur le listing, il y a malheureusement Mapambola. Rien que pour la voyelle. Là, ça pose problème. Ça pose énormément de problèmes parce que les ODP, les ordonnateurs délégués provinciaux, et les responsables provinciaux de l'enseignement, qui ont la compétence de remédier à cette situation, ne peuvent rien faire. Il faut attendre l'ordre qui viendra de Kinshasa auprès de l'ordonnateur délégué du gouvernement. Voilà, comme vous disiez tantôt, du premier atelier au quatrième atelier, on est en train de patauger autour de ce même problème. Et les thérapeutiques formulées, eh bien, se retrouvent dans les tiroirs, on va en parler. Il faudrait, pour donner une nouvelle impulsion, tout à fait, voilà. Et de nouvelles orientations aussi. De nouvelles orientations. Comme les problèmes sont bien identifiés et la thérapeutique est préconisée, il faudrait, dans le sillage de chaque atelier, qu'on puisse passer à la vitesse supérieure. Ok. Directeur, identifier les failles en est une chose, mais envisager les pistes de solution en est une autre. Oui. Alors, quelles sont les grandes options envisagées pour remédier à toutes les failles donc répertoriées? On les dit dans le sillage de chaque atelier. On les dit dans la foulée de chaque atelier. Il faut poursuivre opiniâtrement la délocalisation des effectifs. Je viens de vous le dire. Tout à fait. Qu'une banque est implantée à Kinshasa, mais on lui confie les effectifs pour les cas de la province du Congo central, les effectifs de Tchela. Alors que cette banque n'est pas implantée au Congo central. Naturellement, il y a une explication. Tout à fait. La bancarisation était mal partie, avec ce qu'on appelle les tristement célèbres volontariats. On va y arriver d'ailleurs. Voilà, on va d'ailleurs y arriver. Donc, le problème se pose à ce niveau-là. Alors, comme la bancarisation était mal partie, pour arriver à permettre à la bancarisation de monter à chandelle, il faut poursuivre opiniâtrement la délocalisation des effectifs. Confier de plus en plus les effectifs aux banques qui sont implantées, confier de plus en plus
les effectifs aux microfinances locales, aux microfinances provinciales, et on arrivera à faire de la bancarisation une réforme considérable qui va donner tous les résultats escomptés. Voilà le problème qui se dit à ce niveau. Alors, directeur, en 2011 et 2012, dites-vous que la bancarisation était mal partie, faute de volontariat. Alors, qu'entendez-vous par volontariat? En 2012, il y a eu ce concept connu sous le nom de volontariat. Qu'est-ce que signifie ce concept de volontariat? En 2012, l'Association congolaise de banques a levé une option telle que n'importe quelle banque à Kinshasa pouvait prendre les effectifs de n'importe quel coin du pays par le simple vouloir de cette banque. Je prends un exemple. Une direction générale est à Kinshasa. Et dans la foulée de la réforme de la bancarisation, on confie à cette banque les effectifs des enseignants de Irumu. Alors que cette banque n'est ni à Kisangani, ni à Bunia. Donc, c'est le volontariat qui a en quelque sorte contrarié cette réforme que tout le monde a saluée. Donc, il faut poursuivre la délocalisation des effectifs. Après une décennie, on peut se poser la question, Paulin. Quelle est la banque qui est implantée à Bunia? Quelle est la banque qui est implantée à Aru? Si on répond à cette question, on procède à la délocalisation par rapport à une banque qui a payé en 2011, 2012, 2013, alors que cette banque n'avait même pas une simple représentation dans la Grande Orientale. Donc, le problème se situe à ce niveau. Donc, la délocalisation. Et puis, il y a ce qu'on peut toujours appeler le panache. C'est-à-dire? Le panache, c'est-à-dire la complémentarité entre les banques commerciales et les microfinances. Il faut rationaliser cette complémentarité. Il faut poursuivre les efforts dans le sens de la complémentarité. Laissez les banques commerciales pour les, dans les grandes villes et dans les grands centres où elles réalisent un travail digne d'admiration. Et de plus en plus confier les effectifs des confins des pays dans les microfinances et dans les coopératives. Voilà les solutions qui sont préconisées. Et naturellement, pour couronner le tout, les problèmes de paiement, nous plaidons pour une décentralisation tous azimuts. Il faudrait que les responsables provinciaux et des finances et de l'enseignement puissent remédier aux problèmes des salaires postiles et aux problèmes et à trait à la mauvaise graphie de l'eau. Alors, le plus rapidement possible alors? Le plus rapidement possible. Vous aviez bien dit, nous sommes au 4e atelier. On établit les mêmes constats. On formule la même thérapeutique. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe au lendemain de l'atelier? Parce qu'on s'aperçoit que avant l'atelier égale après l'atelier, à ce qui concerne les constats établis. Alors, directeur, la poursuite de la localisation semble plus un slogan qu'une réalité. N'est-ce pas vrai, directeur? Non, 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 non. Je ne le dirai pas. La délocalisation est loin d'être un simple slogan. Paulin, il faut que je vous dise que la délocalisation est une matérialité. La délocalisation est une réalité palpable. Rien que pour cette année scolaire que nous avions amorcée au mois de septembre et que nous sommes en train de poursuivre, je ne connais pas le nombre des effectifs qui ont été délocalisés en faveur des opérateurs de paye implantés, en faveur des microfinances provinciales. Vous prenez les microfinances comme IFOD, comme Finca. IFOD, c'est l'ex-Caritas. Oui, oui, ex-Caritas, c'est la microfinance de l'Église catholique. Okay. Et même la microfinance Finca. Oui. Ces microfinances n'étaient pas implantées, n'étaient pas engagées, n'étaient pas programmées dans la paye en 2011, 2012, 2013. Mais depuis que ces microfinances sont opérationnelles, et elles ont le monopole, l'exclusivité de la paye dans les zones à accès difficile. Ah bon? La complémentarité est en train de relancer la bancarisation. Parce que s'il fallait
tabler à 100% sur les banques commerciales, j'ai plutôt l'impression que on allait renoncer à cette réforme. Mais du fait de cette complémentarité, j'insiste beaucoup, entre les banques commerciales et les sociétés de microfinance, tout le monde en convient. Malgré encore quelques faiblesses inhérentes à toute réforme, on a l'impression que non, les enseignants, la plupart des enseignants dans les grandes villes et leurs collègues de zones d'accès difficiles sont presque concomitamment payés. Alors, le directeur, puis d'un observateur, parle de plus en plus de mauvaises conditions d'accueil à Kinshasa et au chef-lieu de province, tandis qu'au territoire, on parle des salaires détournés au site de paye. C'est cela? Bon, les détournements n'est peut-être pas le terme. Hein? Nous voyons d'abord l'organisation de la paix. N'ayons pas peur de nous. Le fait que les banques ne soient pas implantées dans nos territoires, dans nos groupements, dans nos chefferies, on se retrouve devant une paye prosaïque. Ce qu'on appelle communément la paye ambulatoire. Cela signifie quoi? Les enseignants ne savent pas à quel moment cette paye sera d'actualité. Ils ne le savent pas. Et quand ils apprennent que les banquiers sont arrivés pour exécuter la paye, tous les enseignants de cette contrée ne sont pas à 1 mètre du lieu où la paie sera organisée. Il y a des enseignants qui partent de 100 km, de 150 km. Le temps pour ces enseignants de parcourir la longue distance, ils viennent constater malheureusement que les banquiers ont déjà exécuté la paie et ils ont déjà quitté le lieu, ils ont déjà gagné la capitale. Mais ce qui est inédit, c'est qu'à l'occasion de la prochaine paie, lorsque les mêmes enseignants retardataires arrivent pour toucher concomitamment le salaire du mois et celui du mois précédent, ils apprennent la mort d'alarme que non, l'équipe qui est venue exécuter la paie du mois ne connaît absolument rien de la paie précédente. C'est un drame pour ces enseignants. C'est la raison pour laquelle vous disiez tantôt qu'il faut que la délocalisation ne soit pas un simple slogan. Je dis, la bancarisation est devenue une matérialité pour éviter ce genre de choses. Vous imaginez, ils sont combien ces enseignants? 150 km à vélo, 150 km à moto, pour constater que les banquiers sont partis. C'est un drame pour ces enseignants. Et cela porte atteinte à l'image de la bancarisation. Cela difforme la bancarisation. C'est la raison pour laquelle nous disons, dans le cadre de la thérapeutique formulée, il faut privilégier la délocalisation des effectifs. Alors, directeur, vous avez déjà commencé à évoquer déjà la complémentarité. Donc, la complémentarité entre les banques et les microfinances, selon vous, c'est un atout ou une faiblesse? C'est un atout majeur. J'ai la conviction, Paulin, que la complémentarité entre les banques commerciales et les sociétés microfinances constitue un atout majeur, incontestable, dans le cadre de la réforme. Je vous parlais de 2 microfinances tout à l'heure. J'ai cité IFOD, ex-Caritas. J'ai parlé de Finca. Il y en a encore d'autres. Cela a impulsé la bancarisation dans ce sens que les enseignants qui sont dans les confins subissent de moins en moins les effets du volontariat. On a confié les effectifs aux banques qui ne sont pas implantés dans les provinces. Il a fallu que les microfinances s'installent dans les confins, dans les zones d'accès difficiles, pour que le volontariat apparaisse de plus en plus comme un phénomène évanescent, en voie de disparaître. Nous sommes partis de 2012, nous sommes en 2023. Croyez-moi, au 5e atelier, je ne prophétise rien, on apprendra que le volontariat a littéralement disparu dans le cadre de la bancarisation. Vous n'êtes pas un prophète de malheur, pas du tout. Hein? Non, parce que j'ai fait le constat. En 2012, le volontariat occupait une place de choix dans l'organisation de la paix. Mais en 2023, si je peux supputer un pourcentage, je dirais que les effets du volontariat ne représenteraient plus que 6 à 7%. On est venu de très loin. Alors, directeur,
Au 5e atelier, c'est la bancarisation, les participants risquent de faire les mêmes constats. Est-ce que n'est-ce pas faire du sur-place? On ne fait pas le sur-place. Il faut peut-être dire que la marche est tellement lente qu'on a l'impression de faire le sur-place. Il faut qu'on se le dise. On a bancarisé dans un tour de main. Nous avions combien de banques? C'est ça. Quand le gouvernement a décrété la bancarisation. Moins de 10 banques dans un pays continent. Nous sommes en train de déplorer l'émergence du volontariat. Mais nous évoluons. Le volontariat apparaît aussi comme la conséquence la plus normale. Vous n'avez pas de banque, vous avez moins de 10 banques à 2011 et vous voulez bancariser la paix des enseignants dans un pays continent. Si vous prenez un secteur comme le nôtre, nous avons des écoles dans les confins du pays. Et une banque doit partir de Kinshasa pour aller payer. Je vais faire allusion aux 2 ou 3 agents payeurs. Il faut payer dans votre territoire. Et j'ai fait remarquer, Paulin, que l'enseignant de votre village, qui a quitté la terre des hommes, et qui a laissé une veuve et des orphelins. Mais la veuve et les orphelins, pour accéder au salaire posthume du regretté enseignant, on se butait à une centralisation outrancière. Alors que nous plaidons de plus en plus pour une décentralisation tous azimuts. J'insiste beaucoup. D'ailleurs, les ODP étaient présents à l'atelier. Ils ont soutenu Mordicus. Le fait qu'ils sont en capacité de remédier aux petits problèmes qui se posent au niveau de la province. Directeur, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Je vous pose la dernière question. En peu de mots, la question relative au comptable d'État, est-ce une page d'histoire définitivement tournée ou comment? Tout à fait. Je reprends votre expression. En ce qui concerne les comptables d'État, j'ai acquis la conviction que c'est une page totalement tournée. Les comptables d'État ont fait leur temps. Et puis, c'est la marche du monde. Vous prenez seulement l'Afrique. Je ne suis pas en train d'exagérer. La quasi-totalité des pays africains ont bancarisé la paix des agents et fonctionnaires de l'État. Notre pays, qui s'est engagé résolument sur cette voie, ne peut plus se permettre une marche arrière. Le problème est que, j'insiste beaucoup, il ne faudrait pas qu'avant l'atelier soit après l'atelier. Le même constat est réalisé, je ne voudrais pas me répéter. Depuis le premier atelier, et on a relevé les mêmes faiblesses qui sont endogènes, je l'ai dit au début de l'émission, et la même thérapeutique par rapport aux mots qui se posent. Je pense qu'avec un sursaut d'orgueil, lors du 5e atelier, j'insiste beaucoup, le tristement célèbre volontariat sera tout à fait évanescent. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission entièrement consacrée au 4e atelier sur l'évaluation et la bancarisation. Et pour en parler, j'ai recevé M. André Bekanda Bouliki, directeur en charge du suivi de la paie à la DINACOPE, entendez Direction nationale du contrôle des paies des enseignants. Merci de votre fidélité, attention et à la prochaine. Merci.